bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Wrestles Interview, semaine un petit peu spéciale puisque à quelques jours de Slammiversary, l'équipe reçoit aujourd'hui pas un mais deux invités et pas des moindres. Mais avant de vous les présenter, laissez-moi introduire l'homme qui pourrait presque être un employé de la WXW, mais la Seconde Guerre mondiale en a décidé autrement, Sébastien. Merci pour cette introduction. Salut à tous. Allez, il est temps de les accueillir, nos deux invités. Je parlais de semaine TNA sur notre antenne, puisque lundi nous sortions notre interview de Gail Kim, mais aujourd'hui nos invités, vous les connaissez tous si vous suivez la TNA sur ma chaîne sport, puisqu'ils officient chaque semaine avec sérieux et enthousiasme. La plaque tournante du catch français Cédric Varini et son acolyte expert de la TNA Grégory D sont avec nous. Salut messieurs. Salut les gars, ravi d'être là. Bonsoir messieurs. Comment allez-vous? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, on est un petit peu moins sexy que Gail Kim. Ah, je te l'accorde, c'est pas faux. Ouais. Non, ça va super bien. On est à quelques jours de Slammiversary. Là, nous, on est en train d'être surexcités à l'arrivée de l'événement. Vous préparez votre nuit blanche? On prépare les cafés surtout, ouais. Grégory, lui, il veut tourner au champagne, mais moi, je peux pas, donc je suis obligé de. Non, c'est vrai, on attend ça vraiment avec impatience. En plus à chaque fois, évidemment chaque année, ça nous rappelle des bons souvenirs. On avait déjà été avec vous avant pour parler de Slammiversary et vous savez qu'on avait été les premiers à commenter en direct. En France, sur place ensuite, il y avait d'abord le direct et ensuite sur place, et donc c'est un plaisir de pouvoir se remémorer aussi des Slammiversary passés et bien entendu de celui qui est à venir dans quelques jours. Eh bien, impeccable. Bah, écoutez, merci d'être avec nous, enfin, d'être surtout de retour 2 ans et demi après. Ça fait déjà 2 ans et demi qu'on vous avait reçu. Et pour nous parler de TNA, donc on va lancer donc la première question, justement, de cette interview, qui est, justement, il y a 2 ans et demi, vous nous disiez sur cette antenne que vous rêveriez de commenter sur place. Et 2 ans plus tard, vous l'avez déjà réalisé à 2 reprises. Le rêve est devenu une réalité, ouais. Voilà. Racontez-nous comment cela change la manière de commenter. Ah bah franchement, je crois que on a eu une chance incroyable, c'est que Grégory et moi, on l'a fait ensemble. C'était une aventure qui faisait peur si on l'avait vécu en solo. Mais au final, le fait d'avoir été deux, qu'on était vraiment dans le bain, ça s'est passé super rapidement. Il y avait eu aucun stress, pas du tout. C'était comme si on était chez nous, quoi, comme dans une grande famille. Et le fait d'avoir été deux, je pense que ça a vraiment changé les choses. Alors, en quoi ça change les choses dans le commentaire? Bah, c'est tout simplement, tu ressens beaucoup plus l'ambiance quand t'es sur place. Le buzz du public, que ce soit les trucs bons, les trucs pourris, tu les ressens de façon bien plus brute. Et puis en plus, nous on avait la chance d'être à côté des Mexicains qui étaient super sympas, dont le frère de Eddie Guerrero, là, Hector Guerrero, qui nous a un peu pris par la main, qui nous a super bien accueillis et qui nous a rassurés sur les quelques inquiétudes qu'on pouvait avoir. Donc non, franchement, la première fois, une expérience incroyable. Ouais. Ouais, et en plus on a eu de la chance les deux fois, c'est-à-dire à Boston en 2013 et puis à Dallas l'année dernière, c'est que les deux fois les deux shows étaient de qualité. Ce qui est, alors ça, malheureusement, on peut avoir un commentaire sympa. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, le show a pas toujours été de qualité. Boston, c'était très bien. Je pense que vous en souvenez, il y avait notamment eu le fameux match entre Taryn Terrell et Gail Kim. Ah oui. Ah oui. Voilà, qui était on a vraiment... parlé avec Gail Kim d'ailleurs. Ouais, c'était son match favori, elle nous a dit. Eh ben voilà, ça a été notre match favori quand on l'a vu. Et puis l'année dernière, on était arrivé, on savait pas trop quelle allait être la qualité du spectacle. Je pense que Célian pourra confirmer. Et en fait, le show avait été très bien et ça avait marqué un tournant positif pour la TNA parce que les 6 premiers mois de l'année 2014 avaient été, on va dire, moyens. Et après, à partir de Slammiversary, ensuite ça a été très bien le reste de l'année. Et justement, lors de ces Slammiversary, quelles sont les meilleures interactions que vous avez eues à l'époque? Les meilleures interactions avec les catcheurs, tu veux dire? Oui, voilà, enfin avec les gens de la TNA par exemple, effectivement. Je veux savoir lesquels sont les plus sympas, c'est ça? Bon, pas forcément les plus sympas, mais avec qui t'as passé le meilleur moment, par exemple Christy Amy. Christy Amy, malheureusement, à l'époque où nous on y allait, elle était en train de se mettre en couple avec celui qui est devenu maintenant son mari et le géniteur de son enfant. Donc malheureusement, j'ai eu un mauvais timing, on va dire. Mais non, je pense que ceux avec qui j'ai le plus sympathisé, moi, c'était justement Gail Kim, hein, qui est vraiment une des plus sympas, je pense, chez les Knockouts. DJZ, qui est devenu un bon pote aussi. Kenny King, qui est devenu un bon pote. Tous ces mecs-là. Et c'est vrai que EC3, il est exceptionnel aussi. Enfin, vraiment, il y a vraiment des gens de super sympas et qui sont beaucoup plus open que les interactions que moi j'avais pu avoir par le passé avec certains catcheurs de la WWE ou d'autres, quoi. Ouais, et pour appuyer ce que dit Célian, ça c'est quelque chose qui joue positivement aussi par rapport aux conditions dans lesquelles tu commentes. Nous, quand on y allait pour faire les deux lives, comme l'a dit Célian tout à l'heure, on était détendus, mais c'est aussi parce que quand tu arrives à la TNA,
t'as vraiment le sentiment d'être dans une ambiance familiale. C'est-à-dire que c'est pas du tout froid, au contraire, t'es super bien accueilli. Tu peux discuter avec tout le monde est accessible. Donc forcément, ça te met dans des dispositions qui sont excellentes ensuite pour faire le commentaire. Et c'est vrai que sans sortir de nom comme Célian, évidemment, il y en a, c'est normal, il y en a toujours qui sont plus sympas que d'autres qui sont un peu plus distants, etc. Mais quoi qu'il en soit, quand tu arrives là-bas, t'es toujours bien accueilli. Et nous, on y est allé à plusieurs reprises aussi pour les tournées au Royaume-Uni. À chaque fois, tout se passe bien. Mais c'est plus sympa de parler de ceux qui étaient des sales connards inaccessibles. Mais c'est justement qui étaient ces sales connards inaccessibles? Je pense Taz, le pire. Ah ouais, à ce point-là? Ah, de très loin, c'est Ouais. de très loin le pire. C'est pour ça que tout à l'heure, il te parlait des commentateurs mexicains très positivement, mais c'est vrai que les commentateurs américains, surtout Taz, c'est pas la même chose. Ouais, non, Taz, limite, il nous aurait marché dessus. Je pense que ça aurait été pareil. Il y avait qui d'autre de con Après, il faut distinguer quand même entre ceux qui sont pénibles et ceux qui sont inaccessibles. T'en as certains qui peuvent être juste en retrait sans être forcément désagréables. Oui, voilà. Ouais. Donc par exemple dans ceux qui sont plus difficiles, on va dire à approcher, approcher, t'as des gars comme Bobby Roode, comme Austin Harris qui sont sympas mais qui sont plus difficiles d'accès, on va dire. D'accord. Et après effectivement dans ceux qui sont pas sympas, ouais, Taz, il est en haut de la liste. Ouais. Eric Bischoff. Ouais, Eric Bischoff, ah oui, pareil. Ouais, c'est marqué sur sa tête que ce gars-là est pas sympa en même temps. Ouais, bah c'est nous. T'as bien raison. C'est vrai, mais tu sais, parfois on a un espoir. On se dit, il y a des gens qu'on n'aime pas dès le premier regard, mais au final, quand t'apprends à les connaître, ils sont sympas. Et ben non, il y a des gens qui sont vraiment des sacons, même quand on, même quand on les rencontre. Ouais. On est bien content qu'ils soient plus là. Tu m'étonnes. Non, je crois que vous êtes pas les seuls en plus. Hein, okay. Ouais. Non, c'est clair. Mais ce qui est marrant, c'est que certaines personnes, tu sais, qui rien que par leur présence, en fait, ils mettent une tension. Je pense que ça doit exister à tous les niveaux, que ce soit dans le catch, mais même si tu bossais chez McDonald's ou au Pizza Hut ou dans une boîte normale, il y a des gens juste par le fait qu'ils soient là, ça met une pression sur tout le monde et tout le monde est tendu, quoi. Et pour donner un exemple très précis de ce qu'est en train de dire Célian, ça me rappelle une scène l'année dernière quand on était à Dallas. On arrivait donc au bord du ring pour s'installer, tu sais, à peu près 1 heure avant le show pour faire les tests audio, pour être sûr que tout allait bien, etc. Et il y avait Taz qui est arrivé. Et là, tu sentais une sale ambiance qui se mettait en place. Je me souviens, il y avait Christiani on voyait qu'elle était un peu en stress. Ouais. Mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire la simple présence de cette personne mettait un coup de pression à tout le monde et d'un seul coup, l'ambiance retombait. Le tyran des vestiaires. Ouais, c'est ça. Un peu, ouais. Bah c'est le mec, voilà, il fait 1m60, il doit avoir un complexe du petit homme, donc il s'est créé ce personnage de petite teigne. Et le problème, c'est que malheureusement, je crois que ce personnage est il a pris le dessus, ouais. Ouais. Donc en fait, bon, ça c'était plutôt, on va dire, c'était une des rares interactions mauvaises qu'on a eues, mais sinon 80% des gars sont vraiment super sympas et super faciles d'accès. C'est vrai que nous on reste quand même, Grégory et moi, des fans de la première heure, donc même si on est avec eux en coulisses, même si on travaille avec eux, il y a quand même cette distance qu'on aime avoir parce qu'on a encore envie de garder cet esprit de fan. Et parfois cet esprit de fan il est détruit en l'espace de quelques secondes quand tu vois que les gars sont finalement des gars super normaux et accessibles et super cool. Et voilà quoi. Et en même temps, les catcheurs, eux, quand ils nous voient arriver, qui voient qu'on est des fans quand même quelque part, en plus d'être on va dire des professionnels pour les interviews, etc. Je pense que ça les rassure parce qu'ils se rendent compte qu'on connaît parfaitement les codes du catch. Donc du coup, tout de suite, quand on discute, quand on parle de certaines choses, on peut très vite fixer les choses pour les interviews et il y a aucun problème. Donc le fait qu'on ait cette connaissance, on va dire, par rapport au catch, ça les rassure aussi eux. Quand ils se retrouvent, à mon avis, face à des gens plus extérieurs au monde du catch qui doivent les interviewer, bah t'as pas exactement la même interaction. Là, tout de suite, tu sens dans leur regard que ils te reconnaissent comme quelqu'un qui fait partie un peu du monde du catch. D'accord. Sébastien. Ok, oui, allez. je vais enchaîner avec la prochaine question. Alors, contrairement à AB1 et les pay-per-view WWE, vous allez commenter Slammiversary en vrai direct, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décalage de 10-15 minutes. Est-ce qu'il y a une raison qui vous permet de le faire sur ma chaîne sport et que eux ils n'ont pas? Ben moi j'aimerais savoir pourquoi eux ils le font en décalé. C'est une question de publicité, parce que ça arrive qu'il y ait des publicités américaines qui passent pendant le pay-per-view américain, enfin aux États-Unis, que la France ne peut pas montrer. Donc à mon avis c'est des questions de droit avec le CSA, des conneries comme ça, je pense. Je pense que c'est pas plutôt pour la violence, ce genre de choses, non, qu'il y ait une sorte de mini-censure ou parce que il y a pas de pub pendant les pay-per-view aussi. Il y en a sur les pubs, enfin sur les pay-per-view WWE, ça peut arriver que des fois de temps en temps on ait des pubs. Mais c'est une pub, une micro. Des sponsors quoi. Des sponsors quoi. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ouais. D'accord, ouais. Ouais, alors c'est vrai que nous on a la chance de pas avoir cet inconvénient.
Et Bah ouais, c'est ouais. On est privilégié aussi là-dessus. Non seulement on le fait en direct, mais en vrai direct. Mais écoute, on n'a pas fait exprès, non. C'est les raisons, je ne savais même pas en fait pourquoi il y avait un décalage. Je pensais que c'était pour la violence, c'est pour l'histoire de sang, moi, que c'était ça le décalage. Non, bah non, nous c'est. Oui, moi je pensais la même chose que Silence, parce que je me souviens qu'à une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, il y avait un décalage au Canada, à la télévision canadienne, quand ils diffusaient la WWE, à cause des histoires de violence justement, pour qu'ils puissent se durer en décalant de 10-15 minutes. Mais donc. Ça c'était il y a 10 ans, hein, donc. Ouais. Non, donc la question c'était pourquoi? Non, bah écoute, je ne sais pas. Je crois que c'est une chaîne sportive. AB1, c'est pas une chaîne sportive, donc nous, les directs, ils font que ça, que ce soit du foot, du tennis ou du handball ou du volleyball, tout fonctionne en direct. Et puis je crois qu'il y a un esprit un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que si c'est pas en direct, ça n'existe pas, quoi. Le problème des spoilers après, ouais. Ouais, non seulement ça, mais en plus quand imagine un 100 mètres que tu regardes les Jeux Olympiques, si tu le regardes avec un quart d'heure de décalage, t'as plus l'ambiance du moment et l'excitation du moment. Là, il y a vraiment un truc qui est plus particulier par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, en général, sur ma chaîne sport, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir commenter sur cette chaîne parce qu'on est vraiment très libre dans notre façon de fonctionner. Et ça, je pense que c'est un avantage, un privilège qu'on n'aurait pas forcément sur toutes les chaînes sportives. Je veux dire, à ma chaîne sport, le produit catch, ça fait longtemps qu'il est là maintenant. Il est bien accepté. C'est un des produits phares de la chaîne. Et du coup, on a vraiment une grande liberté dans la façon dont on fonctionne, Célian et moi. Et si vous aviez le choix de booker le main event que vous voudriez pour Slammiversary, vous choisiriez quoi? Bah écoute, c'est marrant parce que on en parlait justement avant de prendre l'antenne. Là, je sais pas quand est-ce que l'interview sera en ligne, mais au moment où on se parle, il n'y a pas de main event pour l'instant pour Slammiversary. Comme il y a eu. Oui, c'est ça le truc. Et ouais, bah nous on espérait. Que 3 matchs. Nous on espérait évidemment que 4 matchs maintenant parce qu'ils ont annoncé le match défilé aussi. On espérait que ce soit EC3 contre Kurt Angle. Ça, on l'espérait entre nous depuis plusieurs semaines, même peut-être des mois. Et on est un peu comme vous, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on espérait? Je sais pas, Grégory, qui a pensé ou Là, bon, apparemment, c'est le retour du King of the Mountain. Donc, avec ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu ça. D'ailleurs, c'est assez drôle. Tout à l'heure, avec Célian, on s'amusait à essayer de se rappeler les participants des précédents King of the Mountain qu'il y a eu à la TNA. Donc c'est vrai que ça date, ça commence à faire quelques années. Donc voilà, on sait qu'il y aura 5 gars dans le main event. On espère qu'ils vont garder les règles qu'il y avait à l'époque. Ah mais attends Grégory, la question qu'il t'a posée, c'est qu'est-ce que tu voudrais que ce soit le main event? Étant donné qu'on sait que ce sera pas Kurt Angle contre Ethan Carter, troisième du nom, moi j'aimerais bien qu'il y ait un combat vedette à Slammiversary avec évidemment ces deux catcheurs là. Et puis qu'on en ait d'autres, pourquoi pas par exemple un Eric Young, pourquoi pas, je sais pas, un Austin Harris, un Bobby Roode, on verra ça. Mais disons que voilà, c'est dommage que le main event n'ait pas été annoncé plus tôt. Maintenant, ça veut pas dire que le main event ne sera pas bien. Je veux dire, catchistiquement, je pense que le show sera très bien et le combat vedette sera très bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un peu étrange de se dire qu'on arrive au show le plus important de l'année et que la carte n'est pas extrêmement importante. Je vous rappelle que l'année dernière, à Slammiversary, c'était la même chose. Le main event, on ne le connaissait pas parce qu'il y a eu un changement de dernière minute. MVP blessé, avec MVP qui était blessé. Et donc, ouais, ça fait 2 ans. Là, c'est pas leur faute, quoi. Si MVP se blesse, c'est pas non plus la faute de. Ouais, mais là, je crois qu'il y a eu un problème par rapport aux tapings aussi. Le fait que, t'as vu que les tapings de après Slammiversary vont avoir lieu avant Slammiversary. Ouais. Ça, c'est de la faute à pas de chance et c'est de la faute à l'organisation avec les studios de Orlando. Donc, je pense que ça a dû mettre une grosse problématique dans leur organisation en interne. Donc, j'imagine que, bon, nous, on n'était pas dans les petits papiers, mais j'imagine que ça a dû être quand même une grosse panique au niveau de la TNA ces dernières semaines pour essayer d'arranger la catastrophe. Et donc c'est pour ça qu'ils ont un peu changé le programme à la dernière minute. Donc voilà quoi, c'est vrai que. Et il y a autre chose aussi à mon avis, c'est que en ce moment c'est très important pour la TNA de faire des gros shows sur la chaîne américaine sur laquelle est diffusé Impact Wrestling. Donc du coup il y a peut-être on va dire l'excitation du moment, une priorité qui a été donnée aux émissions hebdomadaires. C'est pour ça que notamment d'ailleurs il y a un gros show là, le Impact avant Slammiversary, c'est un très gros show avec Angle contre EC3 dans le combat de championnat et d'autres matchs. Non, ce sera celui d'après. Ce sera après. Non, là il y a le match de la X Division pour le titre. Il y aura Melendez Eric Young, il y aura le match des Wolves en Full Metal Mayhem. Enfin il y a des trucs quoi. Ouais. Justement, dans le show du 1er juillet aux États-Unis, c'est mercredi prochain. Kurt Angle et EC3 s'affronteront pour le titre poids lourd. Le fait que ce match ne soit pas dans le pay-per-view, est-ce que ça affectera pas les audiences en elles-mêmes du pay-per-view?
Bah, écoute, je pense que vous devez suivre un petit peu les chiffres que ce soit les chiffres de Bound for Glory l'année dernière ou même de Slammiversary. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a un peu l'impression qu'ils ont abandonné le concept du pay-per-view à la TNA et qu'ils se focalisent beaucoup plus sur l'audimat de leur émission hebdomadaire. Maintenant, c'est vrai que nous, avec une culture un peu franco-française, le concept du pay-per-view, le concept de l'événement de 3 heures avec vraiment un live, un direct, il y a un truc qui, dans notre cœur, reste quand même plus important que le reste. Mais aux États-Unis, je pense pas que ce soit ils ont pas la même approche du truc. Regarde Bound for Glory. Auparavant, Bound for Glory, c'était un peu le WrestleMania de la TNA. Et là, cette année, ils ont fait un truc au Japon, un peu booké à la dernière minute. Ils y ont pas vraiment porté beaucoup d'attention et ils ont dû faire, à mon avis, voilà, 5-6 000 ventes de pay-per-view. Donc C'est rien, c'est 5-6 000 rien. ventes, c'est rien du tout, c'est que dalle. Ouais, ouais, mais souviens-toi, je sais pas si tu regardais les émissions hebdomadaires, ils faisaient quasiment aucune pub, ils en avaient rien à foutre. C'était juste un remplissage de grille parce qu'ils avaient dû s'engager, je pense, avec le planning pour faire un pay-per-view à ce moment-là. Et c'est un peu le cas aussi avec ce Slammiversary, tu vois, ils avaient annoncé au début en grande pompe que ça va être un gros événement, et puis là on s'aperçoit que ça fait un mois qu'ils en parlent un peu, pas beaucoup. T'as pas l'impression que c'est leur priorité principale? J'ai l'impression que c'est un petit peu un one night only finalement, ce Slammiversary en direct seulement, c'est ça, la seule différence, quoi. Grégory me disait il y a 10 minutes. Ouais, c'est la réflexion qu'on se faisait tout à l'heure. Ça va être un one night only amélioré quand même. C'est-à-dire qu'évidemment il y aura quand même des grosses affiches que t'as pas dans un one night only traditionnel. Je pense qu'il y aura pas mal de flashbacks aussi, à mon avis, sur les grands événements du passé qui sont produits à Slammiversary. Tu vois, par exemple, je suis absolument convaincu qu'au cours du pay-per-view, il y aura des vidéoclips avec les King of the Mountain passés. Donc on verra plein d'images des combats de championnat de Slammiversary du passé. Ce qui peut être sympa d'ailleurs en soi, hein, aussi de faire le lien avec les précédentes années. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit par rapport au fait que ce sera une espèce de one night only amélioré. On le regrette autant que vous. C'est vrai que nous, si on avait pu avoir ces 3 angles en main event et un match des Wolves numéro 5 avec les Dirty Heels, des trucs comme ça, évidemment, on signe tout de suite, tu vois. Maintenant, voilà. Malheureusement, c'est qu'il y aura quand même une introduction pour le Hall of Fame à ce Slammiversary. C'est peut-être une tradition depuis quelques années. Vous pensez qu'ils vont le continuer? Moi, je pense que oui. Oui, moi aussi, je pense qu'ils vont continuer. Moi, je parie sur Gail Kim, justement. Moi. Ouais. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Parce que d'autant plus qu'elle n'a pas de match. Hein. Non, et tu le fais par élimination. C'est vraiment le choix le plus logique. La première année, ils ont fait Engel, c'était un mec en simple. La deuxième année, la Team 3D. Il y a eu Sting. Il y avait Sting avant. Ouais. Sting avant, ouais. Donc ils ont fait 2 poids lourds, une équipe. Là, c'est évident qu'ils peuvent passer à une femme. Et quand tu regardes le roster actuel de la TNA, ceux qui sont sous contrat, le choix le plus logique par élimination, encore une fois, c'est vraiment Gail Kim. Pour le Hall of Fame 2015 de la TNA, moi je vois soit Gail Kim, soit Crazy Steve. Je sais pas vraiment. Que pensez-vous des changements de la TNA en cette première partie d'année avec le changement de la TNA en termes de diffuseurs qui sont passés sur Destination America? Est-ce que vous voyez du changement, vous, en termes de contenu? Il y en a un peu, mais pas tant que ça en fait. Après, voilà, ce qu'on apprécie beaucoup depuis un an, notamment à la TNA avec Célian, c'est la qualité supérieure des montages vidéo, des vidéoclips qu'ils font avant des combats ou avant des séquences. Ouais. Honnêtement, ils ont fait un gros travail là-dessus. Tu sens que ça s'est vraiment amélioré, ça fait beaucoup plus professionnel. Les vidéoclips sont de qualité, la musique est super. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, au niveau du déroulement du show en lui-même, non, on voit pas trop de différence. Pour moi, le show, il est de bonne qualité aujourd'hui. Il était de bonne qualité il y a 9 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire avec Célian? Vu qu'ils enregistrent souvent des séries de shows, tu sens qu'il peut y avoir au fil des semaines un essoufflement quand ils en sont à leur 4e, 5e, 6e tapings. Hein, quand ils enregistrent, ils louent une salle pendant 3 jours et ils font des shows pour 1 mois et demi. Bon, tu sens que la qualité peut un peu baisser au fil des enregistrements. Mais globalement, je sais pas si on devait noter sur une échelle de, je sais pas, ABCDE, la qualité du show de la TNA depuis que c'est passé sur Destination America, moi je dirais que dans l'ensemble c'est B+ ou A-. Franchement, ça tient la route, c'est assez solide et globalement, les scénarios sont de qualité. On va parler un petit peu de ma chaîne sport. Justement, Magloire est revenu sur le plateau de MCS la semaine dernière. La période aux commentaires avec lui sur TF6 n'avait pas eu que des bons échos de la part des fans. Célian, si mes souvenirs sont bons, avec recul, que penses-tu de ce duo sur TF6? Je peux raconter un peu l'historique parce que moi, c'est vrai que c'était une période assez marrante pour moi.
D'ailleurs, j'en avais parlé sur le blog, j'avais raconté un peu l'historique, mais on va revenir dessus. Sur TF6, quand ils ont commencé à diffuser des TNA, ils avaient fait un énorme battage médiatique. Je me souviens, c'était dans tous les magazines télé, des programmes télé, il y avait un truc dessus, Magloire va commenter du catch. J'avais des gens qui m'en parlaient, moi, t'as vu, dans la rue, qui me disaient, t'as vu, il y a Magloire qui va commenter du catch. Enfin, il y a vraiment un gros truc dessus. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient mis Magloire avec quelqu'un qui visiblement n'avait jamais vu de catch de sa vie, ou en tout cas pas un catch américain. Et la première diffusion avec un battage médiatique énorme avait fait un super audimat. Et le problème, c'est que tout le monde a regardé et tout le monde a détesté. Donc la deuxième semaine, les gens avaient, tu sais, c'est quoi l'expression, on n'a pas plusieurs chances de faire une première impression, c'est ça ou... C'est ça, la première impression, c'est celle qui reste. Voilà. Donc tout le monde avait pissé en gros sur le duo Magloire et l'autre gars, en disant que c'était de la merde et inadmissible. Après, moi, ils m'ont pris pour essayer de sauver la baraque. Et au début, Magloire voulait faire de la comédie, quoi. Il voulait faire. Il a Magloire, quoi. Voilà, il voulait faire du Magloire. Moi, je lui ai expliqué au début, en gros, que s'il continuait à faire du Magloire, toute la communauté catch, à l'époque, qui était un peu plus puissante qu'aujourd'hui, allait lui cracher la gueule et allait dire que c'était de la merde. Et moi, je le connaissais pas, Magloire. Il aurait très bien pu me dire, tu sais, à l'époque, il était star et tout. Il aurait très bien pu me dire, t'es gentil. Écoute, mon coco, dégage de là. Moi, je fais de la télé depuis plus longtemps que toi, quoi. Exactement. Bah, je m'attendais à ce qu'il me dise ça. Et puis, au final, non, le mec était super sympa. Au contraire, il était un peu content, comme il connaissait rien au catch. Il était un peu content que je vienne l'aider. Et il m'a écouté. On est devenus super potes, lui et moi, maintenant, depuis des années. Et au final, on a fait, je vais pas te mentir, on a fait du boulot que je considère comme très correct pendant les plusieurs mois où on a bossé ensemble. Mais le problème, c'est que les gens étaient déjà partis, quoi. On pouvait pas sauver la barque parce que déjà TF6 c'était une chaîne qui était super difficile à avoir. Et les gens qui avaient la chaîne avaient tous tellement pissé sur la performance du premier épisode, qui est devenu légendaire, hein, parce que moi l'épisode je l'ai en VHS, parfois on se le regarde et on pleure de rire tellement c'était la honte. Dans le niveau du commentaire, dans les connaissances, dans les fausses informations, c'était mais tellement de la merde que même un sketch des Inconnus ils auraient pas osé, tu vois, dans la parodie. Et le problème, voilà, le bateau était en train de couler, c'était le Titanic, donc on pouvait pas sauver l'affaire malgré tous les efforts du monde. Donc moi j'en tire quand même une bonne expérience, que j'ai eu j'en sors avec un très bon pote. Et là on l'a fait revenir, c'est vrai que la semaine dernière en plateau, c'était plus un clin d'œil. Il est venu en plateau, il a pas commenté l'émission avec nous, il est venu en plateau avant et après pour pouvoir un peu voilà, c'était un petit clin d'œil marrant d'avoir un Magloire en plateau, c'était super sympa. Mais voilà quoi, lui il suit pas la TNA, il est pas à fond dedans, c'est juste c'est du copinage on va dire. Ouais, voilà, ouais. Sébastien qui avait une autre question sur le ring à 6 côtés. Eh oui, puisque depuis quelques mois maintenant le ring à 6 côtés est de retour. Alors pour vous la question est simple, est-ce que c'est un bon choix ou est-ce qu'il fallait rester aux 4 côtés traditionnels? Alors à mon avis, je pense que c'est un bon choix pour 3 raisons. Premièrement, parce que ça nous distingue des autres fédérations qui ont un ring à 4 côtés. Deuxièmement, parce que c'est quelque chose qui rappelle ce qu'était la TNA au départ, avec un concept très différent, notamment avec tout ce qui concernait la X-Division. Et troisièmement, parce qu'en fait, quand tu discutes avec les catcheurs, tu te rends compte que alors il y en a 2-3 qui étaient réticents au retour. Il y en a un qui avait critiqué publiquement, mais la majorité d'entre eux, ils sont très contents parce qu'en fait, ça leur offre des possibilités dans le ring qu'ils n'ont pas avec un ring à 4 côtés. Donc globalement, c'est plutôt positif, ça distingue le produit. Tout ce qui permet de vraiment séparer de la TNA du reste, c'est tant mieux. Donc dans l'ensemble, c'est positif. Bon, moi, je lance un message à tous les gars de Wrestles Radio là. Vous avez remarqué quand même que Grégory a un langage politique très langue de bois là, il réussit à avoir du positif même dans les trucs qui n'en sont pas. Moi j'aime pas le changement, donc à la limite s'ils étaient restés au ring à 6 côtés depuis le début, j'aurais dit oui, mais le fait d'être passé au 4, revenu au 6, repasser au 4, blabla, moi ça me fait chier. Franchement, donc maintenant que ça y est, donc je prends ce qu'il y a si tu veux, mais moi le changement, je suis pas fan, que ce soit en musique, en cinéma, en gonzesse, en bouffe ou en catch. Moi j'aime bien les trucs à l'ancienne, donc j'aurais préféré rester avec mon ring à 4 côtés et, comme au bon vieux temps. D'accord. Pouvez-vous nous dire chacun votre tour votre meilleur souvenir sur la TNA sur les 3 dernières années en excluant vos passages à Slammiversary? Tu veux dire nos meilleurs souvenirs, c'est-à-dire ce qui vous a le plus marqué dans ouais, exactement. Ah bah moi clairement, c'est quand Austin Aries est devenu champion du monde poids lourd en battant Bobby Roode en 2012 à Destination X. Pour moi, c'était vraiment
très 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 grand moment, le meilleur moment de l'histoire de la TNA. Et ça, on l'avait commenté en live et on avait pété les plombs. Ah, c'était extraordinaire. Là, c'était vraiment tous les bons côtés du catch qui étaient réunis sur un scénario et sur un combat. Bobby Roode, qui était champion depuis 9 mois, qui avait battu tout le monde et qui finit par perdre à la régulière au milieu du ring contre l'un des gars qui était le moins susceptible de le battre parmi tous les main eventers. Et le match en lui-même était super. Il y avait un vrai momentum à la fin. C'était vraiment un très grand souvenir. Moi, de loin, c'est celui-là. Moi, je pense que bon, là, tu me prends un peu de cours, j'ai pas réfléchi, mais je pense franchement la montée en puissance de EC3 par exemple, moi ça me fait extrêmement plaisir parce que évidemment on avait un peu suivi sa carrière à la concurrence et bon ça c'est tout à fait le genre de mec si tu veux un peu à la Zack Ryder, à la Dolph Ziggler, c'est vraiment des mecs comme ça qui dès le premier regard tu le vois tu les aimes, ils sont fabuleux, ils sont charismatiques, ils assurent dans le ring, mais disons que la concurrence se sert pas forcément très bien d'eux. Et le fait que EC3 il a été un peu libéré, même lui tu lui en parles, hein, il est tellement content de s'être barré de ce qu'il considère comme une prison et tout. Et là on a pu voir à la TNA que le gars, voilà, le mec il transpire le charisme, il chie le charisme par tous les pores de sa peau. Et c'est vrai que Dieu merci que la TNA ait été là, même si c'était sur une moins grande échelle que la concurrence. Voilà, on aurait perdu un talent comme ça. Si ça n'avait pas été pour la TNA, et donc rien que pour ça, il faut leur dire merci. Là, on est vraiment dans le cœur de cette idée de liberté qu'il y a à la TNA et qu'il n'y a pas, par exemple, à la WWE. Ethan Carter, il a pu développer son personnage sans aucune entrave. Personne ne l'a embêté au niveau scénaristique. Tu sens qu'il aime tout ce qu'il fait et tout est parfait. Je veux dire, il y a pas longtemps, il y a eu une séquence en ouverture d'Impact. Je sais pas si vous vous en souvenez, les gars, c'est un groupe de choristes qui arrivait qui chantait le thème d'Ethan Carter. Et à un moment, il y a une image, voilà, et les gars sont en train de chanter son thème, et il y a un plan de caméra où on voit EC3 qui se met derrière les gars et qui fait un énorme sourire à l'américaine. On serait cru dans les années 50 pendant la guerre froide. Et il est là, il fait l'énorme smile derrière les gars qui sont en train de chanter. Et une image comme ça vaut vraiment tout. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, mon Dieu, mais le catch, ça peut être vraiment extraordinaire. Et quand t'as un type comme Ethan Carter qui sait exactement ce qu'il faut faire à l'instant T, et ben c'est magnifique. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, on va passer sur une question un petit peu plus dans les contrats. Je sais pas si vous y avez accès ou pas, mais est-ce que vous savez combien de temps il reste encore au niveau du contrat de diffusion entre Machine Sport et la TNA? La durée du contrat ou... Je crois que c'est qu'en ce moment, nous, on est tous inquiets, comme tous les fans du monde entier, si tu veux, avec les rumeurs comme quoi Destination America va arrêter le truc. Donc, on est un peu dépendant, nous, de la diffusion américaine, évidemment. Donc, je sais pas réellement, nous, jusqu'à quand on le fait, mais visiblement, on est satisfait du produit, donc il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Le seul danger, c'est qu'ils aient un souci aux États-Unis, et ça fait un peu effet domino, si tu veux. Exactement. Là, en l'occurrence, c'est plus des inquiétudes extérieures qu'il y a. Nous, par rapport à MCS, il n'y a aucun souci. Donc, espérons que ça va bien se passer aux États-Unis et que ça va continuer sur Destination America. Je ne souhaite pas ce qui va arriver, ce que je vais dire, mais admettons, Destination America décide officiellement d'arrêter la TNA. Donc pour vous, ça vous empêche de diffuser la TNA, on est d'accord. Est-ce que vous avez un moyen de récupérer, par exemple, la Ring of Honor? Évidemment. Enfin, nous, les chaînes de télévision sont là pour diffuser des programmes. Et je pense que nous, avec le directeur de la programmation, si tu veux, sur ma chaîne sport, ils nous font même si c'est pas des fans de catch au départ, parce que c'est une chaîne de sport, il y a toujours un petit peu ce problème. Est-ce que le catch a sa place sur une chaîne de sport? Enfin, tu sais, ils savent vraiment jamais très bien comment caser le produit. Ils ont vu qu'il y avait quand même un suivi, qu'il y avait quand même des fans qui étaient fidèles tout au long de l'année, donc ils sont tout à fait open au produit catch. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est si la TNA s'arrête, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on arrête le catch complètement? Est-ce qu'on récupère un autre programme? Alors, j'ai entendu des fans qui m'ont déjà contacté, moi, sur les réseaux sociaux en disant, ouais, il faudrait que vous récupériez la Lucha Underground, c'est génial. Ouais, j'espère voir de la New Japan ou même la GFW avant même que ça ait commencé, tu vois, de Jarrett. On peut pas réellement voir à l'avance. Bon, moi, je pense que la Lucha Underground, c'est indiffusable à la télévision française. Je pense que la GFW, c'est rien pour l'instant, donc on peut pas en parler. Le seul truc qui est un peu, on va dire, qui fait bander un peu le fan, c'est un peu la Ring of Honor. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, nous on est quand même TNA à donf, donc on va un peu surfer la vague jusqu'à ce qu'on rentre dans l'iceberg.
Donc vous espérez quoi que la ROH et la TNA travaillent ensemble maintenant qu'ils sont sur la même chaîne aux États-Unis. Ça pourrait donner des trucs vraiment très très bons. Ça, je crois que c'est le rêve de tous les fans. C'est comme à l'époque, quand il y avait des fédérations concurrentes, ils espéraient voir la WWF contre la WCW, et puis au final, on n'a rien eu. Là, les rumeurs disent que malheureusement, il y aura aucun crossover entre les deux. Mais moi, j'aimerais bien quand même que ça ait lieu, quoi. Ça pourrait. Chaque chose en son temps, sincèrement. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu de ce côté-là, mais on sait jamais, hein, le catch, ça va tellement vite. Là, aujourd'hui, on dit ça, il n'y a rien de prévu, ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, ce sera autre chose. Donc, honnêtement, on verra. Faut pas trop fantasmer. Faut déjà se concentrer sur ce qu'il y a maintenant et être sûr qu'il y a une pérennité au niveau de Destination America. Moi, je voudrais vous poser une question à vous, là. Oui. Est-ce que vous pensez que justement un programme comme Lucha Underground ou Ring of Honor aurait sa place à la télévision française ou plus sa place que la TNA? C'est compliqué comme question parce que la TNA aujourd'hui, je pense que pour moi, enfin c'est vraiment mon avis. Aujourd'hui, la TNA c'est le produit en baisse carrément au niveau, que ce soit au niveau des audiences, peut-être pas de la qualité parce qu'on voit quand même des bons matchs à la TNA, ça pas des moindres. Les noms de la TNA, il y a plus grand monde comparé aujourd'hui, par exemple, à Ring of Honor où ils ont récupéré pas mal de noms de la TNA, par exemple, ou même la Lucha Underground qui ont quand même récupéré Johnny Mundo, qui est donc John Morrison de l'époque. Donc je pense quand même qu'ils peuvent attirer des gens avec des têtes d'affiche pareilles. Après sur le contenu de la Lucha Underground, moi c'est la salle qui me pose un problème pour la diffusion française. Je sais pas si elle serait vraiment adaptée. Le public français pourrait dire ils sont trop près, machin. Enfin, on est très râleur en France, donc je sais pas si ça pourrait fonctionner la Lucha Underground. Par contre, la Ring of Honor, c'est un produit qui se rapproche un petit peu plus de ce qu'on peut voir à la WWE, donc oui, pourquoi pas. Ouais, moi je pense comme toi. Je pense que la Lucha Underground, c'est, même si je suis impressionné par les performances sportives que certains des C'est exceptionnel ce qu'on voit là-bas. Hein. C'est exceptionnel, mais je pense que c'est trop malheureusement un sitcom et on a vraiment l'impression de regarder un film. Donc je sais pas si c'est adaptable, on va dire, à un niveau français. Et la Ring of Honor, même si j'aime beaucoup le produit, est-ce que le fan de base, on va dire monsieur madame Michu en province, est prêt à aller voir un show devant dans une salle mal éclairée devant 300 personnes? Je sais La pas. ROH, ça a déjà été diffusé en France, hein, d'ailleurs, sur une chaîne qui ressemble étrangement à la vôtre. C'est pas MCS, mais c'est MCM. Ouais. Et et ça n'avait pas connu un gros succès, donc c'est un semi-échec, quoi. C'était jamais diffusé aussi sur Combat Sport à un moment donné? Non, on n'a jamais diffusé de Ring of Honor sur Combat Sport. Combat Sport, ils sont assez hostiles. Moi, je bosse beaucoup pour Combat Sport. Ils veulent vraiment garder une ligne éditoriale 100% combat. Et pour l'instant, ils refusent la case catch sur Combat Sport. C'est ridicule parce que c'est du combat quand même avant tout, quoi. Enfin, c'est... Mais ça, bon. C'est la mentalité des gens. Ouais, c'est ridicule, je trouve ça. C'est un combat à la Don Quichotte, là, tu vois. On peut, ouais. Malheureusement, j'ai déjà Lançons une pétition pour les gens de Combat Sport. Mais devant une pétition comme la nôtre, les gens. ils vont en avoir 10 de mecs qui vont dire ah non, on préfère voir du judo ou du karaté. Il y a encore cette distinction en France qui reste entre les soi-disant sports nobles, genre le football, sport noble bien sûr, on rigole, et d'autres sports un peu plus fun, on va dire, comme le catch, comme les X Games, qui sont pas forcément toujours aussi bien acceptés. Donc, mais ça change quand même progressivement. Et juste avant de fermer la parenthèse, donc on est d'accord, si jamais il n'y a plus d'épisodes de la TNA sur Destination America aux États-Unis, est-ce que vous aurez encore des épisodes inédits ou pas? Parce que je me rappelle qu'il y a quelques semaines, il y avait un épisode uniquement pour le marché international qui n'était pas diffusé aux États-Unis. Ouais, ça m'étonnerait que la TNA continue parce que ça coûte beaucoup d'argent quand même. Ça m'étonnerait qu'ils continuent juste pour le marché international. Je pense qu'ils ont des contrats, à mon avis, avec peut-être l'Angleterre ou autre, donc ils vont faire des best-of, je pense, pour. Imagine ça ferme en septembre. Ils vont faire des best-of pour pouvoir terminer le contrat. Et à mon avis, après, ce sera fini, quoi. Mais tu vois, pour en revenir à ce que tu disais sur la Ring of Honor, qui est la fédération après la plus diffusable à la télévision française, encore une fois, c'est difficile de se projeter parce que si on se met dans le pire des scénarios où la TNA, ça s'arrêterait, ça veut dire que les catcheurs, ils vont forcément aller ailleurs. Donc il y en a plein qui arriveraient dans d'autres fédérations comme la Ring of Honor. Donc du coup, de facto, ça relèverait le niveau du produit. Donc ça permettrait peut-être d'entraîner une dynamique. Donc c'est difficile de se projeter aujourd'hui en se disant, est-ce que la Ring of Honor, telle qu'elle existe aujourd'hui, serait diffusable ou pas à la télé? C'est très compliqué. D'accord. Et c'est marrant que tu parles de la diffusion de MCM parce qu'évidemment j'ai suivi l'affaire de très très près à l'époque.
parce que bon, le mec qui commentait, en fait, c'était un mec de la radio, Max. Ah, c'était Max, oui, qui C'est commentait. Max de Fun Radio, qui donc n'avait jamais vu de catch de sa vie. Et pareil, ils avaient fait en fait le même concept que qu'avec Magloire. En fait, c'était un décisionnaire qui avait récupéré le produit catch parce que c'était à la mode à l'époque. Et il avait dit, on va en faire un truc fun. On va prendre Max parce que les jeunes l'aiment bien. Ou alors on va prendre Magloire parce qu'il est décalé et qu'il est marrant. On va mettre un mec à côté juste pour faire le remplissage et le catch, ça va marcher. Et les gens se rendent pas compte que c'est beaucoup plus compliqué que la présentation du produit catch est beaucoup plus compliquée que qu'on ne le croit. Quoi. Tu peux pas non plus balancer tout comme ça en disant c'est du catch, ça va marcher. Regarde, il y en a plein qui ont essayé, ils ont tous foiré quoi. Comme dit le sketch de Chevalier Aspalès, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes quoi. Il y a à part ma chaîne sport, toutes les autres chaînes qui ont un peu essayé le truc, l'aventure à l'époque de la folie catch. C'était que des trucs ça a duré pendant 6 semaines, 8 semaines, 6 mois pour le plus long. Pareil, ils en avaient fait donc sur MCM, ça a duré combien de temps? Un an? Ah, quand même. Je sais pas, un truc comme ça, ouais. Je pensais Ouais, que ça maximum, durait moins ouais. que ça, hein. Peut-être Bon, allez, on va durer dire- 6 mois, 9 mois, Allez, pas plus. c'est entre 6 et 9 mois, on va dire, ok. Mais si personne regarde, c'est comme s'il y avait voilà. Est-ce qu'un arbre qui tombe dans la forêt, s'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il a fait du bruit? Et c'est vrai que c'est dommage, il y a peut-être quelque chose qui a été raté à ce moment-là. Quand le catch, ça cartonnait en France, on va dire, il y a, allez, 5, 6, 7 ans, il y avait probablement beaucoup plus de possibilités de populariser le catch. Mais le problème, c'est que les chaînes de télé ont pris ça un peu par-dessus la jambe, voulaient simplement avoir du contenu catch sur leur chaîne parce que ça marchait, et en fait, n'ont pas présenté ça de la manière dont il fallait le présenter pour que ça marche. Il y a probablement quelque chose qui a été raté, une fenêtre d'opportunité qui a été manquée, qui malheureusement ne se reproduira pas de sitôt. Donc on va passer à autre chose maintenant. Vous avez eu Balance, Karim là. Terrell dans. Faut qu'on balance un peu, on est un peu trop calme là. Faut qu'on dise du mal de Vous certaines allez- personnes. Vous allez pouvoir sortir les dossiers sur la jolie Tarine Terrell puisque vous l'avez reçu dans vos locaux il y a quelques mois. Alors Je ne comment l'ai vous avez réussi à le faire déjà et est-ce que c'est un premier pas vers les shows TNA en France? Je pensais que ce serait ton meilleur souvenir, ça d'ailleurs, sur les 3 dernières années de la TNA, quoi. C'est clair. De l'avoir baisé? Oh C'est dit, c'est dit. Je vous le dirai si ça avait été le cas, mais c'était pas le cas. D'autres knockouts, oui, mais pas elle. Non, ce qu'on peut dire déjà sur Taryn Terrell, c'est voilà le professionnalisme pur. C'était super quand elle était là. Elle était toujours voilà dans son personnage charismatique, aimable avec tout le monde. Et tu vois, par exemple, quand on est venu avec elle dans les locaux de ma chaîne sport, ça c'est véridique. Hein. Tous les gars qui bossent à ma chaîne sport n'en revenaient pas de sa beauté et de son professionnalisme. Et là, ils ont vu entre guillemets le rêve américain, hein, à la fois la beauté et le professionnalisme combiner quelque chose que tu as beaucoup plus de mal à voir en France. Elle a été géniale quand elle est venue. Ouais, et ce qui est vraiment marrant, c'est que à ma chaîne sport, bon, je sais pas si vous suivez un peu la chaîne, mais il y a beaucoup de sports, on va dire, que Grégory disait comme nobles. Donc des sportifs de haut niveau qui viennent dans la chaîne, il y en a beaucoup. Mais c'est souvent des meufs justement du judo, de la lutte, des handballeuses, des meufs qui font même des footballeuses, trucs comme ça, ou des C'est footballeurs. mon Domenech. Ouais, voilà, au défi un peu moins sexy que. Donc des célébrités du sport, il y en a beaucoup qui passent. Et on va dire que c'est des gens normaux, quoi. On s'en fout un peu. Ils passent. Ah tiens, t'as vu, c'était tel champion. Ouais, d'accord. Là, quand Taryn Terrell a débarqué, les gens se sont arrêtés de bosser et on regardait, quoi. Tu vois, il y a le côté, tu vois, blonde, grand sourire, dents blanches, gros sein. Il y a le charisme, la sympathie. C'est vraiment différent l'école américaine. Hein, donc, nous, on a passé donc 2 jours avec elle, quasiment complet. On a fait un peu les guides touristiques et en plus le boulot qu'on avait à faire avec elle pour Machine Sport, incroyable la sympathie. C'est l'Amérique dans toute sa splendeur, quoi. The American Dream, Ouais. comme Donc, on est-ce aurait dit. Et donc est-ce qu'on peut dire que c'est un premier pas vers un show TNA en France prochainement? Bah ça on sait pas hein, parce que évidemment comme tu t'en doutes ça ne dépend pas que de nous, hein. Ça dépend de l'avenir de la TNA, de ce qui va se passer encore une fois aux États-Unis. Ça pourrait arriver ça pourrait arriver mais il y a rien de sûr pour le moment. On peut pas en dire plus vraiment avant de savoir ce qui va se passer aux États-Unis. Encore une fois, ce sont des facteurs extérieurs qui empêchent de répondre clairement à cette question. Tous les ans, la TNA évidemment nous met la pression pour l'organisation d'un show lors de la tournée européenne au mois de janvier. Ça fait 3 ans de suite qu'on bosse activement avec eux, si tu veux, pour essayer d'organiser un truc. Mais organiser un show de catch en France, ça coûte extrêmement cher.
Et parce que t'imagines bien que de ramener 24 catcheurs, plus les officiels, plus l'installation, plus ceci, plus cela, c'est pas gratuit. Et la folie catch, en France, elle est un peu passée. Donc tu peux plus juste claquer les doigts et remplir une salle. Donc t'imagines bien, tu fais venir tout ce beau monde et que derrière t'as 1000 personnes, ça fait un four financier quoi. Donc il y a très peu de promoteurs qui ont envie de se mouiller là-dessus. Je sais pas si vous avez eu la chance d'aller aux shows récents de la WWE à Bercy ou ce genre de choses. Sébastien, Si, j'étais. Sébastien, il était. C'est plus comme à l'époque, hein. Tu te souviens, à la belle époque, il faisait 2 jours de suite à Bercy rempli. Eh oui. Là, Même à Strasbourg, hein, je vais régulièrement à Strasbourg, c'était blindé les premières fois et au fur et à mesure, les salles se vident quoi. Ouais, bah là, justement, si t'es allé au show récent, ça se passe comment en province? Parce que moi, j'ai juste vu ceux de Bercy. Récemment. C'est-à-dire que je me rappelle les premières années, tu pouvais même plus réserver de place les derniers jours avant le show, alors que là maintenant tu peux venir vraiment le dernier jour, le dernier moment, tu peux avoir des places comme tu veux quoi. Ouais, bah c'est pareil. C'est clair que ouais, c'est pareil à Bercy, ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, Grégory, tu étais venu avec moi, je crois, celui il y a 2 ans, un truc comme ça, où, ouais. Et c'était un peu triste, quoi. Franchement, déjà le show était pourri, déjà, et en plus, voilà, quoi, tu regardais autour de toi, t'avais 4 places par personne, quoi. Donc c'est plus comme en 2009. Donc t'imagines avec le battage médiatique qu'il y a autour de la WWE, nous on est quand même, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire il y a que nous qui bossons un peu sur le côté promotionnel du truc. Donc convaincre un promoteur de faire venir l'affaire pour qu'au final on soit même pas sûr d'un succès réel, c'est compliqué. Mais on y croit, on y bosse régulièrement, mais on n'est pas non plus magicien quoi. Et moi je suis pas promoteur moi-même, donc je suis obligé un peu de faire le lien, le tampon pour au final ne rien gagner parce que les fans se plaignent, les promoteurs se plaignent, la TNA se plaigne et moi je suis au milieu à prendre les coups de tout le monde quoi. C'est pas la bonne place du tout quoi, comme on dit. Bah bienvenue dans ma vie. Tiens, parlons un petit peu d'autre chose. Quel est le plus grand délire avec un invité que vous avez eu lors des commentaires à TNA? Moi, si je peux un peu modifier ta question, c'était par rapport à certaines interviews. Tu parles des interviews des invités qu'on a eu? Des invités que vous avez eu, exemple, quel était le meilleur délire que vous avez eu avec un invité, ouais. Moi, je me souviens d'une fois où Seigneur avait commencé à pleurer de rire. Il y avait un de ses amis comiques qui était en plateau avec nous, mais il avait pleuré de rire sur un truc que j'avais dit, parce que j'avais commencé à parler de Thucydide et de la guerre du Péloponnèse. Tu sais, quand je fais mes références un peu bidons mais avérées, hein, à des trucs de l'Antiquité ou à des faits historiques ou politiques ou philosophiques qui n'ont rien à voir avec le catch. Et je me souviens de Seigneur qui avait commencé à avoir un fou rire et les larmes aux yeux de manière incontrôlée. Donc en fait, si tu veux, c'est plus ce genre de choses après qui nous font marrer. Avec des invités, bah, il y a eu plusieurs moments qui étaient sympas. Tu vois, par exemple, quand Magloire, il était en plateau avec nous l'autre jour, c'était vraiment très agréable parce que Magloire, c'est un vrai journaliste. Donc du coup, tout de suite, tu poses une question, il répond, il est tout de suite dans le ton, il sait ce qu'il faut dire. Donc t'as aussi des bons moments professionnels. Et notamment quand on était avec quelqu'un comme Magloire, bah c'était super sympa. Et ce qui est marrant, c'est que Magloire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui le critiquent et qui aiment pas le personnage. Mais bon, après, il y a pas photo, quoi. Le mec, c'est un professionnel de la télévision. On n'a pas dû lui expliquer beaucoup ce qu'il fallait faire pour qu'il le comprenne immédiatement. Alors que t'as d'autres personnes, faut un peu les tenir par la main, leur dire quoi faire. Donc là, on est vraiment affaire à un pro. Je pense que peut-être la meilleure expérience qu'on ait eue avec les interviews qu'on a fait, c'était l'interview de Bouliré l'année dernière. En gros, Bouliré aussi, c'est le genre de mec qui est super intimidant. Et il est très grand, il est très balèze. Enfin, c'est déjà physiquement, tu vois, il est intimidant, il sourit pas beaucoup. Déjà, pour aller le voir, faut vraiment avoir des couilles en béton armé, quoi. Donc, on y est allé, on lui a proposé une interview pour ma chaîne sport, il a accepté. Et il était un peu, on va dire un peu dédaigneux de notre truc. Et on a commencé à lui expliquer ce qu'on voulait faire en lui disant, voilà, je me présente, Célian, Grégory, blabla. Et il a dit, en gros, j'en ai rien à foutre. Vous tournez. Et on a appuyé sur le bouton enregistrer. Et en fait, voilà, après, il a fait son show pendant 12 minutes. Et on a quasiment rien eu à faire. Il nous a défoncé, il nous a frappé, enfin, il nous a poussé comme des merdes. Il nous a insulté, il a insulté la France. Tout était en improvisation. Et le mec, au final, nous a fait l'interview de l'année, quoi. Exactement. Non, c'était impressionnant. Et tu sais, quasiment tous les gars, et aussi les knockouts qu'on a interviewés, c'était ça.
C'était tu te mets d'accord avec eux, avec elles, en 30 secondes, 1 minute avant. Ils comprennent ce qu'on a envie d'entendre. Et ensuite, tout se passe bien vu qu'ils sont tous hyper professionnels. Tu peux arriver à faire des interviews qui durent 5, 6, 7, 8, 10 minutes où tu vas parler du contenu catch, mais aussi d'autres choses autour. Et ça peut se terminer, voilà, avec Célian qui se fait démolir ou moi qui me fait humilier ou voilà. Moi, je me suis fait défoncer quand même par James Storm, Hernandez, Bouliré et qui d'autre encore, les mecs. Mickey James t'avait mis une claque. Mickey James m'a mis plusieurs claques. Moi, je m'étais fait humilier aussi par Boliré en Belgique il y a quelques années. Il y a Gunner qui m'avait attrapé dans le ring. Il y a Angelina Love qui m'a humilié à Dallas l'année dernière en me mettant l'affiche là sur la tête. Donc c'est sympa. L'important c'est que ça fasse rire les gens qui nous regardent. C'est tout. Peu importe qu'on se prenne des coups, qu'on se fasse vraiment humilier, tant que ça amuse les gens qui nous regardent, c'est super. Impeccable. Comme on dit, le second degré, c'est tout ce qu'il y a quoi. C'est tout ce qu'il y a de vrai, le second degré. Sébastien. Je dois dire, excuse-moi de t'interrompre. Ça, c'est vraiment une des choses extraordinaires en bossant avec Célian. C'est que Célian, voilà, on va interviewer quelqu'un, on est chacun dans notre rôle, et on sait que ça va bien se passer parce qu'on sait exactement ce que l'autre va faire. Donc on arrive à anticiper sur l'élément suivant dans la séquence. Et ça, c'est génial parce que ça facilite le travail, le fait qu'on ait une telle complicité avec Célian, qu'on sache exactement quel est notre rôle et comment il faut enchaîner. Ça, tu peux pas savoir à quel point ça facilite le travail et en plus on prend du plaisir à le faire. Et c'est vraiment ce qui compte le plus. Sébastien. À toi. Ouais, parce que Grégory, tu viens de parler de Gunner avant. Gunner vient de quitter la TNA, c'est le cas également de Samuel Shaw. Et plus généralement, il y a eu pas mal de départs ces derniers temps. Au scénarisme aussi, la question est posée, peut-être qu'il ne renouvellera pas. Est-ce que c'est une situation inquiétante selon vous? Le catch, c'est en renouvellement permanent. Hein. Tous les mecs s'en vont, même la VVE. T'as vu, chaque année, ils virent une trentaine de mecs et c'est pas pour ça que la fédération meurt. Il y a toujours du nouveau sang qui revient derrière. Maintenant, est-ce que Samuel Shaw, c'est une grande perte à la TNA? Je pense pas. Est-ce que Gunner, c'est une grande perte? On l'a pas vu depuis 6 mois, même si on aime bien Gunner, si tu veux. Bon, il faisait pas grand-chose non plus. Austin Harris, c'est plus inquiétant parce que c'est quand même un des piliers, on va dire, dans le ring. Mais je pense, voilà, c'est quand t'as un leader qui part, il y a des gens qui prennent sa place et il y a un roulement. Dans le catch, ça a toujours été ça. Donc non, je suis pas plus inquiet que ça. C'est plus de la peine personnelle. Quand t'as des catcheurs favoris que t'aimes bien voir semaine après semaine et quand tu les vois plus, voilà, c'est juste dommage. Mais voilà, donc. Moi, je t'avoue que personnellement, ça me dérange pas qu'il y ait moins entre guillemets de grosses stars dans un show, si ça permet à d'autres catcheurs, de nouveaux catcheurs, de grimper en haut de l'affiche. C'est ça le roulement. Hein. Voilà, c'est ça le roulement. Souviens-toi, je vais revenir très loin en arrière, dans les années 90. Quand tout le monde quittait la WWF à l'époque pour aller rejoindre la WCW de Ted Turner, au final, ça a laissé la place à des Steve Austin, à des Rock, à des Triple H, à des Mick Foley, etc. De grimper en haut de l'affiche, opportunité qu'ils n'auraient jamais eue s'il n'y avait pas eu le départ des Diesel, des Razor Ramon à l'époque à la WCW. Donc moi en soi ça me dérange pas. Tu peux avoir tous ces gars-là qui partent. Il y a Samoa Joe qui est parti il y a pas longtemps aussi. Si ça, voilà, AJ Styles, si ça permet derrière de créer des Ethan Carter troisième du nom, des Bram, des types comme ça, il y a aucun problème. Je pense vraiment que dans un roster, tu as toujours la place pour créer de nouvelles stars. Il faut pas rester fixé dans le passé. L'important c'est d'avoir des catcheurs de talent, pas forcément des catcheurs qui sont tout en haut de l'affiche ultra connus. S'il y a du talent derrière, il y aura toujours des gars pour les remplacer. Effectivement. Question qu'on a posée à plusieurs catcheurs, mais bon, maintenant on va la poser à vous. Qui est-ce que vous vous amèneriez chacun à Suplex City? Ah d'accord. Vas-y. Tu veux punir qui, Grégory? Tu veux Brock Lesnar s'amuse sur qui là? Brock Lesnar, il pourrait s'amuser sur. Je sais pas. C'est difficile à dire ça. Taz peut-être, ouais. Désolé, tu vas croire qu'on est obsédé par lui, mais je t'avoue que pourquoi pas. Donc vous n'irez jamais sur le podcast de Taz, je pense. Non, ouais, rien à foutre d'ailleurs. Moi j'aimerais bien Grado, tu vois, un mec comme ça. Ah mais justement, on voulait te poser hier quand on préparait l'émission, Brock Lesnar pourrait faire un bon match contre Rockstar Spud, il pourrait l'amener. Oh putain. ça serait des catastrophes. Hein. Putain, ça serait... Attends, moi j'ai encore les souvenirs de Brock Lesnar. J'ai encore des souvenirs de Brock Lesnar contre Zach Gowen il y a maintenant 12 ans. En 2003. C'était tellement drôle. C'était exceptionnel quoi, et ça reste encore gravé dans ma mémoire. Donc on pourrait faire la même chose avec Spud. Sébastien, vas-y. On en avait 67 240.
C'est bien moi. Ouais. On avait parlé un peu avant de Bound for Glory. Après le Japon l'an dernier, avec un roster qui était mélangé avec la Wrestle One. Est-ce que vous pensez que cette année Bound for Glory ce sera plus traditionnel et ce sera pas un One Night Only glorifié comme on l'a dit avant? Là, une fois de plus, c'est des plans sur la comète. Il y a 2 secondes, on savait même pas Ouais. encore si la TNA continue en septembre. Bound for Glory, c'est octobre. Donc voilà, c'est une fois de plus effet domino. On attend la décision, on attend les contrats. Là, ils ont annoncé avec fierté qu'il y avait des tournages, des tournages télé, des émissions au mois de juillet. Donc on est sûr que ça va continuer jusqu'en septembre. Et après, on croise les doigts, quoi. Ouais, et puis en plus, quel est l'avenir des pay-per-view à terme? Tu vois bien que c'est en train de disparaître parce que le business des pay-per-view est complètement éclipsé. Même à la WWE maintenant avec leur network, bon voilà, progressivement les pay-per-view, ce sera plus du tout dans le format tel qu'on l'a connu. À la TNA, sincèrement, je pense pas ils vont insister pour les pay-per-view dans l'avenir. Hein. Je suis convaincu que ça va continuer, mais je pense vraiment que la priorité absolue c'est le show hebdomadaire. Le reste va devenir très secondaire. D'accord. Pensez-vous qu'il y a possibilité de voir un ou plusieurs catcheurs français à la TNA, sachant qu'on a déjà 2 Frenchies à la TNA, la personne de Marcus Louis et de Sylvester Lefort? Est-ce qu'il y a une chance? Moi, je dirais oui. Oui. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. En gros, ça veut dire oui, mais on peut pas vous expliquer pourquoi. Mais pourquoi? Où ça sent on peut pas avoir une exclue? Non, parce qu'il y a rien de fait, mais il y a rien de fait, mais tout est possible, on va dire, quoi. C'est. Eddie Carawi avait été à la TNA il y a quelques années, il me semble. Si mes souvenirs sont Il bons. devait le faire. Un show à Paris, il nous l'avait dit lors de l'interview et finalement ça ne s'est pas fait. Ouais, ça, je sais pas. Je peux pas te dire, je sais pas. C'est pas à Eddie que je pensais de toute façon quand je te disais ça. Maintenant, moi, Eddie. Est-ce que tu pensais à Shana, par exemple? Non, je pensais même pas à elle particulièrement. Non, je te dis, je peux pas vraiment te dire. Non, je pensais pas à Shana en plus. Donc, en plus, elle est pas française, elle est portugaise, donc c'est pas. Ah, elle franco-portugaise. Non, je dis ça pour rire, mais non. Oui, donc Eddie, je le connais un peu parce que je lui parle sur Facebook. Le mec est vraiment super. Moi, j'admire ce qu'il fait vraiment de façon internationale. Et que ce soit lui ou tous les mecs même Shana, tu vois, tous les mecs ou les filles qui se bougent le cul de leur côté, qui attendent pas justement à ce que les fans ou se plaindre en permanence. Moi, j'ai du respect énorme pour les gens qui se bougent le cul et de voir que lui, il a attendu personne et qui fait son truc au Mexique, au Japon et que ça cartonne de son côté, je trouve ça génial, quoi. Pareil pour Shana, je trouve ça génial ce qu'elle fait aux États-Unis, même si je suis pas tout exactement parce que le catch féminin c'est pas trop mon dada, mais ce qu'elle fait c'est quand même énorme. Et pareil, même voilà, le Marcus Louis, personne ne le connaissait, le mec qui sort de nulle part, il a quand même réussi à signer la VVE, donc respect énorme pour ces mecs-là, respect pour Sylvester énorme parce que voilà, pareil, il a bossé comme un fou pour en arriver là. Donc il n'y a pas de mystère, hein, si ces mecs-là ont réussi à faire quelque chose aux États-Unis ou ailleurs, c'est parce qu'ils se sont bougés le cul, ils étaient un peu plus intelligents que les autres et ils ont arrêté de se plaindre, quoi, ils ont fait leur truc et tout simplement. Et 99% des catcheurs français sur lesquels je suis assez taquin en général, que ce soit à l'antenne ou sur les réseaux sociaux. Parfois, je les critique de façon assez forte, mais c'est parce que je les aime aussi. Hein. C'est parce que j'ai envie de leur bouger le cul et de façon un peu véhémente. Mais tu sais que j'ai moins la chance d'être un peu speaker sur certains galas à travers la France, quoi. Et on va dire 95% des trucs que je vois, c'est de la merde en boîte. Et parfois, il y a 5% de mecs qui ont un potentiel réel, mais ils sont juste soit feignants, soit pas très malins, ils savent pas comment faire et tout. Et ben dans le lot, dans ces 5%, tu vas avoir des diamants qui en sortent, comme des Lefort, comme des Shana, et trucs comme ça. Donc ça change le truc. Et maintenant, est-ce qu'à la TNA, est-ce qu'il peut y avoir un Français? Bah faut trouver un mec ou une fille qui mérite déjà d'y aller, parce que des Français ou des Anglais ou des Allemands, ils peuvent en signer autant qu'ils veulent, hein, mais entre nous, il y a vraiment, est-ce que des gars en France qui mériteraient, qui sont au niveau d'aller à la TNA aujourd'hui? Tu vois beaucoup de Français qui seraient au niveau d'aller affronter du Kurt Angle, du C3, du Bram, du Austin Harris? Après, moi, je suis très loin de là où généralement où se passent les shows, donc je peux pas trop répondre à cette question. Par exemple, je sais que Peter Fischer est connu, tu vois, mais je connais pas son niveau dans le ring, quoi. Je l'ai jamais vu catcher, donc je peux pas dire. Je suis dans le sud de la France en fait, et il y a très peu de shows dans le sud de la France, donc tout est basé dans le nord, donc ça me fait à chaque fois très très loin pour me déplacer, quoi. C'est ça un petit peu mon problème à moi pour le catch français. Il y a des shows à Marseille de temps en temps, je crois. Ouais, mais je suis loin de Marseille. Ah bon. Je suis à 200 bornes, donc faire 200 bornes juste pour aller voir.
de limite, n'a pas de frontières. Oui, c'est pas faux, mais bon, qu'après c'est une question une question d'argent aussi, tu vois, donc c'est. Je dis ça pour te taquiner, Oui, je évidemment. sais bien. Je sais bien. Moi, le catch français, je connais pas tout non plus à 100%, mais bon, j'en ai quand même vu beaucoup. C'est vrai que ceux que tu as cités, voilà, Lucas Di Leo, Peter Fischer, il y a quand même des gars qui sont quand même très bons, et c'est pas un mystère pourquoi maintenant ils percent et ils font des trucs super, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Mais malheureusement, les mecs de talent qu'on vient de citer, bah, je pense qu'on les compte sur les doigts de deux mains, quoi. C'est pas faux. La Global Force Wrestling, projet créé donc par Jeff Jarrett, tente clairement de concurrencer la TNA, ne serait-ce que par l'utilisation du ring à 6 côtés. Vous croyez que c'est une menace crédible ou pas? Non, pour l'instant, c'est de la merde. Pour l'instant, c'est de la merde. On a vu, bon, je pense que comme vous, comme moi, vous avez vu les images sur Internet. Bon, voilà, ils font des shows, des galas spéciaux lors de matchs de baseball devant 200 personnes. C'est très amateur. Alors, ils ont les tapings à Las Vegas là cet été. Je pense que tant que les tapings n'ont pas lieu, on peut rien dire. Là, franchement, pour l'instant, c'est qu'un concept. C'est un peu comme si je te disais, tiens, on va aller sur la Lune, toi et moi, demain, quoi. Tant que la fusée n'est pas construite et tant qu'on n'a pas vu que tu avais l'argent pour te payer du fuel, tu pourras pas y aller, quoi. Donc non, pour l'instant, c'est rien là. Jared, je l'aime beaucoup, il est très sympa, c'est un grand professionnel, mais pour l'instant, malheureusement, je pense que ça a été un petit peu un ballon qui fait pchit, quoi. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, c'est ça. Enfin, une bombe qui a fait pchit. Quand on a vu les premières images des shows, moi, j'étais même attristé, quoi, pour certains catcheurs. J'avais un peu honte, quoi. Par contre, on confirme tes propos, Jeff Jarrett est vraiment un gars qu'on a reçu fin 2014. Il est Ouais. vraiment super sympa comme gars. Vraiment. Pas la grosse tête. Non, vraiment pas. C'est pas l'impression qu'il m'a donné en tout cas. Ce que je disais tout à l'heure pour les catcheurs français qui se bougent le cul et qui font des trucs, ça marche aussi pour vous, les gars. Ça marche aussi pour nous. C'est-à-dire que vous, si vous avez eu la chance d'interviewer tous ces gars-là et de pouvoir parler à vos idoles de jeunesse et tout, c'est parce que vous vous êtes bougé le cul. Oui. Et donc évidemment, chapeau. Pareil pour nous. Enfin, moi, je suis pas arrivé là par hasard. C'est que je me suis bougé le cul. Il y a du boulot derrière pour avoir fait ces expériences télé. Donc, il y a pas de mystère. En général, le travail, ça paye. Hein. C'est vrai. Sébastien qui a une question un petit peu moins Réjouissante. moins réjouissante. Ouais, il s'est passé quelque chose il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours maintenant. Le temps passe tellement vite. Un grand monsieur nous a quittés. Ouais. Hein, c'était On parle de Buddy Landel, évidemment. Également, ouais, mais je pensais surtout à Dusty Rhodes, hein, qui est passé bien sûr par la WWE, mais aussi un peu par la TNA, je crois. Un petit mot peut-être sur cet immense monsieur. He's just a common man, working hard with his hands. Tu sais, quand on a appris sa mort avec Célian, on était ensemble. Et je crois qu'on sortait d'une émission qu'on avait faite à MCS, on est allé dîner, il regarde sur son portable, il voit Dusty Rhodes est mort. Et là, on s'est dit, on a repensé à un match qu'il avait eu à WrestleMania, tu sais, le match mixte avec Sapphire et Randy Savage et Sherry. Et là, on s'est dit, c'est pas vrai, il n'y a plus personne. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est la première chose à laquelle on a pensé quand on a vu qu'il était mort de Dusty Rhodes. Il y avait Elisabeth dans ce combat, je l'ai posté d'ailleurs sur mon Facebook parce que c'était ces souvenirs-là. Bon, moi, on va pas se mentir, hein, même si la carrière de Dusty Rhodes, elle a été extrêmement longue et elle a passé plusieurs générations. Grégory comme moi, comme beaucoup de fans, on est plus attaché au Dusty Rhodes WWF du début années 90, quoi. Donc même si cette période-là n'a duré qu'1 an et demi dans sa carrière, ça reste quand même dans notre enfance, dans notre jeunesse, et c'est ce qui nous a le plus marqué. Donc c'est toujours un petit peu difficile, tu sais, quand t'as des idoles de jeunesse qui meurent, c'est malheureusement pas le premier, c'est pas le dernier. Et avec le temps qui passe, je suis presque attristé parce qu'on est désensibilisé devant toutes ces morts qui s'enchaînent à une vitesse complètement ahurissante. Et T'as d'autres images aussi qui peuvent te faire mal pour en revenir au vivant. Il y a pas longtemps, Célian, il m'avait envoyé une photo de Bobby Heenan, qui est pour moi le meilleur commentateur de l'histoire du catch et le meilleur manager de l'histoire du catch. Et quand tu vois l'état dans lequel il est aujourd'hui, je l'ai même pas reconnu au début sur la photo tellement c'était choquant. Et voilà, c'est clair que c'est des parties de nous qui partent. Si t'as un attachement à un catch assez lointain dans le passé des années 80-90, ça fait mal de tous les voir partir. Quoi qu'encore de Dusty Rhodes,
j'allais dire à l'échelle de l'espérance de vie des catcheurs, il a quand même vécu assez longtemps. C'est pas le pire cas, on va dire. Il a eu le temps de voir ses enfants monter sur un ring de la WWE, par exemple. Ouais, et même devenir champion et de ceinture, donc tant mieux. Ça c'est bien. Ben, écoutez, on a encore 2 petites questions. Après, on va, je pense, vous laisser tranquille. On a une petite dernière rubrique. Je sais pas si on va la faire parce qu'il y a encore. Grégory a faim là, il se plaint depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, si vous avez tous les deux un dream match à commenter à l'heure actuelle, ça serait quoi? Un dream match, ouais. C'est compliqué comme question. Moi, je vais te répondre. Crazy Steve. Ce que j'aimerais voir un jour comme combat vedette, parce que les deux sont super dans le ring, ils sont super charismatiques, ils sont super au micro. Moi j'en ai un. Et moi, ce serait EC3 contre Austin Harris mais vraiment un vrai combat vedette, de championnat, du monde poids lourd, etc. Moi, franchement, c'est le match qui est le plus bandant, on va dire aujourd'hui dans le catch. Moi, je vais te dire, bon, ça c'est Grégory. Moi, je vais te dire, je vous en supplie, libérez, délivrez, comme on dit dans La Princesse, hein, Dolph Ziggler, et libérez-le de cet enfer dans lequel il est et ramenez-le à nous, quoi. Parce que moi, je suis attristé parce que Dolph, pour moi, c'est un des plus grands, catcheurs dans le ring et en charisme. Enfin, le mec est pareil. Et un Dolph Ziggler EC3 par exemple, tu vois, un vrai programme, un vrai truc mis en avant. Je pense que là, ça pourrait créer même un Dolph Ziggler à la TNA ou n'importe où, Dolph Ziggler à New Japan, à la Ring of Honor, n'importe où ailleurs que là où il est juste bon à se faire humilier, ridiculiser, être un jobber pour les stars. Moi, ça me fait beaucoup de peine de voir que ce mec-là est en train de, je peux pas dire gâcher ses belles années parce que ça reste une star, il gagne beaucoup d'argent et il passe à la télé, donc, mais putain, quelle frustration, quoi. D'accord. Donc mon dream match, Dolph contre le monde entier. Dolph contre le monde entier. Excellent. Sébastien, c'est la dernière question. Après, on fera rapidement 2-3 questions sur que pensez-vous d'eux et on vous lâchera. Oui, un petit mot pour convaincre les fans de catch qui ne suivent pas forcément la TNA, ou alors même notre collègue Rubenito à Wrestles Radio qui pense qu'il n'y a pas de vie au-delà de la WWE, de regarder Slammiversary dimanche à 2h du matin sur ma chaîne sport. Ah bah c'est exactement ce que j'allais dire, voilà, c'est vrai que ma chaîne sport, beaucoup de fans se plaignent, c'est un petit peu difficile à avoir, mais on est en exclusivité sur Numéricable et sur CanalSat. On fait les émissions hebdomadaires tous les vendredis en intégralité, en exclusivité, rediffusion le dimanche, rediffusion le mercredi, le live de Slammiversary qu'on va rediffuser aussi en prime time quelques jours après, parce que on a le live de dimanche soir, mais c'est rediffusé le dimanche 5 juillet à 20h. Donc c'est un horaire un peu plus humain, on va dire, pour ceux qui ont pas le courage de rester debout jusqu'à 5h du mat. Et bah non, c'est vrai que de croire que le catch c'est que la VVE, je pense que là c'est problématique parce que justement c'est un peu comme tu disais, voilà, la chanson française c'est Kinvey et il y a que ça. C'est pas vrai, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fan de Kinvey? Non, pas du tout, ça m'a fait rire comme ça m'a fait beaucoup rire comme métaphore. Mais, tu peux pas rester à un seul truc, quoi. Il y a donc il faut un peu s'ouvrir l'esprit et il y a des très bonnes choses. Alors je dis pas que tout est parfait à la TNA, hein. Il y a des trucs pourris, même nous on est le premier à le dire. Il y a des trucs on trouve ça pathétique, mais voilà, c'est à la VVE c'est pareil. Il y a pas mal de choses c'est vraiment de la merde en bâton, mais il y a des trucs super. Il faut savoir prendre le bon, prendre le mauvais et essayer de se créer un petit cocktail magique dans son esprit, quoi. Ouais, tu sais, j'ai toujours des doutes sur les gens qui disent ouais, il y a rien d'autre à part la VVE. Je me demande depuis combien d'années ils regardent le catch, parce que pour ceux qui regardent le catch depuis les années 80, 90, quand t'as connu l'époque où t'avais la grande WWF, la WCW, la ECW, même pour les plus anciens la NWA, etc. Quand tu vois aujourd'hui le produit WWE, je critique pas, hein. Il y a des choses très bien aussi à la WWE. Oh, des choses c'est moins bon qu'avant quand même. Hein. Ouais, mais voilà, c'est. Non mais là, il essayait d'être politiquement correct. Là. Je faisais mon langage de diplomate, mais si tu veux, moi, quand je vois la VVE, qui était vraiment une fédération que j'adorais dans les années 90 et au début des années 2000, mais vraiment, tu vois, par exemple, j'ai toujours été du côté de la WWF à l'époque contre la WCW. Le problème, c'est que le show, on a l'impression qu'il est plus pour nous. En fait, c'est plus du catch, vraiment, la WWE. C'est simplement un programme normé avec des gens qui s'amusent à faire du catch, mais qui sont pas des catcheurs
au sens de ce que tu peux avoir à la TNA avec des gars justement comme Ethan Carter, comme Austin Harris qui sont totalement libres de leur perso et qui eux font du catch. Les combats de la WWE, à part pour quelques matchs dans l'année, tu vois, par exemple quand il y a un main event à WrestleMania, etc. Bon là, c'est du catch, ok. Mais pour le reste, on a l'impression que ce qui compte, c'est pas le catch en lui-même. C'est ce que t'as autour, c'est l'image que va renvoyer la fédération pour avoir accès à certains sponsors, pour avoir une bonne image dans les médias américains, etc. Non, franchement, c'est dommage de se limiter à la WWE. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, c'est pas que la TNA. Là, évidemment, on parle de la TNA parce que nous, c'est ce qu'on commente avec Célian. Mais il faut que les gens regardent effectivement le Lucha Underground, la Ring of Honor, la fédération de Jarrett, la New Japan, etc. C'est vraiment triste de se limiter à ce qui aujourd'hui, en fait, ne représente pas tant que ça le catch, c'est-à-dire la WWE. Eh ben merci pour cette réponse très complète. Écoutons, on va passer. Théorie est ouvert d'ailleurs à tout débat. Hein, si vous voulez, on va laisser son numéro de téléphone portable. Ah, si tu veux le donner à l'antenne, on coupera pas montage, hein. Sauf si. Toute personne qui veut débattre avec lui, non, c'est pour ça en fait qu'il a pas mis il s'est pas créé de Twitter ou de genre de trucs comme ça parce que. Ah, il aurait pas fini. Il pourrait débattre de ça pendant des heures et je pense que là, la vie personnelle en prendrait un. Le mec des réseaux sociaux, c'est Célian. Moi, je suis plus en retrait. Non, je suis un petit joueur. Allez, on va passer à la petite rubrique et après ça sera terminé. Que pensez-vous de CM Punk à l'UFC? Pour l'instant, il y a rien, quoi. Donc on attend. Hein. Ouais. On est comme du tout choix, le monde. du choix de CM Punk vers l'UFC, quoi. Surtout ça. Alors ça, honnêtement, moi je vais être très honnête avec toi. Tous les catcheurs, les grandes stars comme CM Punk, Batista, Le Rock, etc. Je fais exprès de sortir ces noms-là. Ça me fait très plaisir de voir qu'ils ont une vie à côté du catch, qu'ils ont autre chose, d'autres possibilités. Donc franchement, tant mieux pour CM Punk, c'est son choix. Si il arrive à exister en dehors du catch, c'est super, exactement comme pour Batista qui a décroché un rôle dans le prochain James Bond, comme Le Rock qui est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, qui sera peut-être un jour, je sais pas, même candidat à une élection présidentielle aux États-Unis. Moi, honnêtement, ça me fait plaisir de voir que les gars font autre chose à côté du catch. La WWE a réussi à faire croire à la majorité de ses employés que en dehors de eux, il y a rien, c'est fini, ils sont morts. Et donc ils les tiennent en gros par les couilles en disant voilà, vous faites ce qu'on vous dit de faire parce que si vous êtes viré ou si vous êtes plus chez nous, il y a rien derrière, vous aurez plus de boulot. Et justement, ce que Grégory a dit, tous les mecs qui ont réussi quelque chose en dehors de la WWE, c'est une sorte de badge d'honneur pour tous les catcheurs et ça leur donne une possibilité de pouvoir s'émanciper de cet enfer qu'ils vivent au quotidien. Regardez Brock Lesnar, c'est extraordinaire quand même ce qu'il a fait. Je veux dire, il est parti au sommet de sa gloire en 2004, il a fait la carrière qu'on sait à côté dans la cage, enfin dans les arts martiaux mixtes. Il revient à ses conditions, d'accord, en faisant seulement quelques combats par an, en gagnant énormément d'argent et en plus on lui file la ceinture. Ils lui ont filé le titre. Ce qui te montre bien, l'exemple de Brock Lesnar, c'est magnifique parce qu'on aime tous Brock Lesnar et il a montré que non, c'est lui qui pouvait dicter ses conditions et à la WWE et non l'inverse. Voir Sting disputer son premier match et peut-être dernier match à WrestleMania. Alors ça, abominable. Ouais, c'était absolument terrible parce que honnêtement, je pensais pas qu'ils iraient jusque là. Extrêmement triste. Et le show en lui-même était très bien d'ailleurs, hein, mais ce match-là, c'était vraiment triste du début à la fin. Il y avait quelque chose, on est d'accord avec Céline là-dessus, de mythique à ce que Sting soit la plus grosse star à n'avoir jamais été à la WWE. Je pense que c'était vraiment son fait de gloire. Ce qui allait rester le plus vraiment par rapport à toute sa carrière. Maintenant, on peut pas lui reprocher. Le mec, il voulait, il y a un gros aspect financier évidemment derrière, le fait de rester dans l'histoire avec un grand H du catch. Donc il a voulu y aller, mais enfin, voilà, rien que le résultat du match, d'avoir osé faire perdre Sting à WrestleMania dans sa seule apparition, c'est incroyable de la façon ça. Enfin, pour moi, c'est horrible. Je pense que. Et en plus, ce qui était gênant dans tout ce qui a précédé le combat, c'était cette espèce de réécriture de l'histoire du catch qui a été faite par Triple H. En prétendant qu'à l'époque c'était Sting qui était alors la star de la WCW et que à la WWE c'était pas du tout comme ça à l'époque. Donc ça c'est gênant aussi pour les nouveaux fans qui regardent le catch depuis 5-10 ans, qui n'ont pas connu la guerre du lundi soir à l'époque de la WWF et de la WCW et qui pensent que ça s'était passé comme ça. Alors c'était pas du tout le cas. Donc tu vois, en plus du match en lui-même qui était gênant, il y avait tout le côté réécriture de l'histoire dans le scénar qui a précédé le combat. De la mort de Perro Aguayo après un coup porté par Rey Mysterio en mars 2015.
Bah écoute, ça c'est une tragédie. Je crois que c'est une des morts depuis celle de Owen Hart ou de Chris Benoit. C'est une de celles qui a eu le plus de résonance, on va dire, dans les médias mainstream. Moi, rarement on m'avait autant parlé d'un truc comme ça des potes qui connaissent rien au catch, des collègues de bureau, genre de choses. Non, le fait que ça a été filmé par tellement de caméras, le fait qu'il y ait tellement de mystères qu'on sache pas réellement à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, c'est vraiment terrible et je crois que les gens se rendent pas forcément compte aussi à quel point Perro Aguayo Jr. a été une légende dans le catch mexicain, mais c'est un peu l'équivalent, je te dis, si Rey Mysterio était mort dans un ring de catch américain, quoi. C'est abominable, atroce. Et en plus, moi, c'était assez marrant parce que un des premiers matchs de catch mexicain que j'avais commenté, il y avait Perro Aguayo Jr. dedans, quoi. C'était à l'époque où donc ça a toujours été un petit clin d'œil que je faisais avec un pote, voilà quoi. Donc Célian faisait un lien avec ce qui est arrivé à Owen Hart il y a maintenant 16 ans. C'est tout simplement ce qu'on appelle la malchance. Voilà, il y a des destins comme ça, poissards, et Owen Hart comme lui, c'est vraiment la malchance absolue. Rey Mysterio, la Ligue nationale de catch en octobre. Alors, ça a été annoncé cet après-midi à Épinal. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Étonnant, quoi. Ouais, bah écoute, très bien, ouais, j'espère que le chèque va être encaissé, ouais. À sa place, je demanderais de le payer avant quand même, hein. Et enfin, la dernière question. Dans un match entre vous deux, qui gagnerait et dans quelle stipulation? Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que Grégory fait 1m60, hein. Non. Donc, Non. si tu veux, ce serait un peu comme c'est Abyss contre Rockstar Spud, là, donc. Non. Non, honnêtement, qui gagnerait dans un match entre nous deux? Écoute, si c'est bien scénarisé, étant donné que je subirais des humiliations pendant 20 minutes, à la fin, c'est quand même moi qui gagne. Après, si c'est du scénar à la Vince Russo, non seulement il m'humilie, c'est bien, mais en plus, c'est lui qui gagne à la fin. Non, si c'est un scénario à Vince Russo, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le match. Qui n'est pas. Ce serait notre technicien son, ou un truc comme ça qui viendrait, Eh bien écoutez, encore merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous avons passé un très bon moment, j'espère que c'est réciproque, messieurs. On n'attend pas 2 ans et demi pour la prochaine, cette fois-ci. Non, vous revenez quand vous voulez, hein. Quand vous voulez revenir, vous envoyez un message à Seb ou moi, et pas de souci, on organise un truc. Ça, y a pas de souci. Vous serez donc toujours les bienvenus, comme je le disais. Pour rappel, le catch sur ma chaîne sport, c'est tous les vendredis à partir de 20h15 avec TNA Impact Wrestling. Mais ne ratez surtout pas le rendez-vous, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, le pay-per-view Slammiversary à partir de 2h du matin. Ça va être énorme! Et quant à nous, on se retrouve très vite puisque demain sur la chaîne YouTube paraîtra la conférence call avec Ethan Carter III et l'actuel champion du monde poids lourd Kurt Angle, dans lequel nous sommes le seul média français présent, et ça, on peut le dire. Voilà. Mais si vous le répétez trop souvent, il y a d'autres médias français qui vont vouloir s'y mettre. Attention, les gars. Pourquoi pas? Vous avez raison de le préciser et bravo pour votre boulot, hein. C'est vraiment super ce que vous faites et tous les gars que vous avez pu interviewer depuis maintenant un petit moment. Et on se retrouve évidemment toutes les semaines sur ma chaîne sport. Et voilà quoi, et Slammiversary. À ne pas rater dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin. Ah si, on cherche un sponsoring avec Red Bull, parce que pour tenir jusqu'à 5h du mat, moi je suis pas... On vous fera parvenir un pack. Comment? On vous fera parvenir un pack. Ouais, c'est un pack pour impact, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est le bon jeu de mots pour finir. Je voulais en profiter pour saluer un nouveau fan à nous qui nous contacte régulièrement, qui s'appelle Arthur. C'est un petit et il est un grand fidèle. Je pense qu'il va écouter l'émission aussi. Je voulais en profiter pour lui dire bonjour. Ah ben salut Arthur. Allez, on rappelle nos partenaires. Merci à VoxCatch, merci à la Wrestling Evolution League, merci donc à la TNA, merci, je vais en oublier, merci à FN Lutte et plein d'autres. Allez, on fait vite parce qu'on est à la bourre. Ciao, salut. Merci, ciao. Allez, ciao. And it always drives me up the wall. Anytime I'll always risk it all. Let's make it strong. Let's go.
coming of age. I'm turning the page, perception. Not Jimmy, but Zeppelin, I'm wrecking. Into the ground, I'm loud and I'm proud. My sound is under discretion. No question, I am the future. I'm giving out lessons. I am your tutor. Was known as a loser, but look at me now. I'm as good as when I was a shooter. Let's go. Let's go. Let's bang a drum. Now let's go. And everything that has been keeping me down is long gone. And everything I ever thought was picking me up was dead wrong. Your sad song has been played. A new dawn, a new day, a new way. Bring it on. Tragic, dramatic, cut through the static. You're captured by monsters and brutal black magic. You're chasing, you never let go once you have it. Chasing, you never let go once you have it. I grab it, I snag it, haphazardly drag it through one for an hour, then hold it and stab it. In dark it passes, this movement is massive. This movement is massive, movement is massive, this movement is massive. It's Megatron! Let's go. Let's go. Let's bang a drum! Now let's go. We make an impression, cause we're the exception. This is the sound of Crazy Town. The resurrection. Subliminal, criminal, digital grace. Spiritual, physical, setting the pace. The damage is done. We gave you a chance to run. But instead you stayed and now you're getting crazy. All the girls, they wanna be my sugar baby. But instead you stayed and now you're getting crazy. All the girls, they wanna. It's Megatron! Let's go. Let's go. Let's bang a drum! Now let's go.